chers amis internautes, bienvenue. Vous suivez Bénin Politique. Aujourd'hui, nous parlons encore des élections communales avec la deuxième phase qui constitue donc l'installation des conseils communaux qui a déjà démarré depuis ce matin, jeudi 28 mai 2020. Certaines communes connaissent déjà le nouveau maire. On a par exemple Sinané où le maire a été déjà élu, à Plahoué et d'autres villes. Alors aujourd'hui, sur cette émission, nous allons essayer d'analyser les résultats obtenus par les trois premiers partis et bien entendu les deux autres partis également dans certaines zones qui sont ou qui étaient réputées le fief politique. Et après, nous allons également analyser les chances de certains candidats qui ont été très tôt annoncés maires de certaines communes ou de certaines grandes villes du pays. Et sur ce plateau, j'ai avec moi Joseph Pezo Anago, il est consultant média. Bonsoir. Bonjour, chers confrères. Et de l'autre côté, j'ai Parfait Folie, notre analyste politique maison. Parfait. Oui, bonjour. Bonjour, cher confrère. Alors, je le disais tantôt, la Sénat a donné les résultats des élections communales du 17 mai 2020. Et ce résultat montre que les partis politiques, les 5 partis politiques en lice n'ont pas pu avoir les 10% exigés par le code électoral. Il y a 3 partis qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Il y a l'Union progressiste, le Bloc républicain et les forces Cori Bénin émergents. Mais au niveau de ces 3 partis, on a également constaté, Joseph Anago, que dans certaines zones qui étaient quand même réputées fiefs de ces partis politiques, quand je prends par exemple les FCBE, à Tchaourou, on n'a pas vu les FCBE, à Parakou, on n'a pas vu le BR. Alors comment est-ce que vous analysez ces résultats qui ont montré qu'en réalité, l'univers politique béninois est quand même changeant, contrairement à ce qu'on pense? Bon, mais moi, je pourrais l'expliquer de deux manières. Dans un premier temps, je voudrais accentuer mes analyses sur un phénomène, à savoir que nous l'avions constaté ici depuis un certain nombre d'années où les fiefs allaient directement aux enfants du terroir et puis ça ne rate pas. Même dans le cas d'espèces, on peut avoir des exemples. Mais le chamboulement qui est intervenu et qui donne à réfléchir et qui vous fait faire cette analyse est lié surtout à cette réforme du système partisan. Même si cela me laisse froid parce que je ne vois pas de façon probante ce que cela a apporté en termes de qualité à notre démocratie. C'est tout le contraire d'ailleurs. Ben, donc ceci dit, ce chamboulement a, n'oubliez pas, créé deux partis frères siamois carrément, l'UP et le BR, qui constituent en leur propre sein un conglomérat, chacun pour ce qui le concerne, bien entendu, d'autres partis qui sont mis ensemble. Donc, des centaines de partis politiques qui existaient avant. Donc, cela pourrait s'expliquer par ce que vous observez. Mais vous aviez évoqué rapidement les FCBE qui ont été laminés à Tchaourou, par exemple. Tchaourou consort. N'oubliez pas qu'avant d'aller en campagne, les FCBE étaient complètement diminués. Il y avait les dissensions, il y avait tout ce que ça a été. Le FCBE, le parti était atomisé avec même le départ du président d'honneur. Et ça n'est pas pour faire du bien à ce parti politique. Le parti était complètement déchiqueté. Et donc, quand on dit Tchaourou, on sait qui est vraiment fils du terroir à Tchaourou. Même Parakou, le score a été un score impeccable, à milieu de ce qu'on a obtenu. Et c'est parce que Yaïbouni n'était pas descendu dans les arènes. Il a dit qu'il ne le ferait pas. Cependant, son spectre a plané, et ce qui a donné ce qu'on a obtenu. Et donc, c'est un peu ce que moi j'observe. Bon, la deuxième observation qui pourrait me venir à l'esprit immédiatement, c'est aussi l'étroitesse dans laquelle se sont retrouvés les partis pour évoluer. Avec ce taux de 10% qu'il faut forcément rassembler. Vous voyez ce qui a été finalement le sort du PRD. On va y revenir. Voilà. Tout à l'heure. Donc, ce sont ces deux éléments, de mon point de vue, qui ont plombé un peu partout et qui ont révélé certains partis, malheureusement.
Alors, parfait. Si on peut expliquer d'une manière ou d'une autre la perte donc de certains fiefs par les FCBE, c'est-à-dire par l'absence de leur président d'honneur et tout. Et lorsqu'on prend le BR, par exemple, qui à Parakou, a perdu, quelles sont les raisons qu'on pouvait évoquer par rapport à ça? Parce qu'il y a quand même le député Rachidi Badamassi, il y a le maire sortant, il y a le ministre Adambi qui formait quand même un trio entre griffes très puissant, mais pourtant on a vu le résultat. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet échec du BR à Parakou malgré ce trio-là? Bon, les choses ont changé. Vous savez, il y a un bonnet qui a la même issue sur Parakou. Badamassi n'avait pas assez de poids à Parakou. Depuis un certain moment, bon, il a dû fondre son parti pour rejoindre le FCBE. Il ne pouvait plus se faire élire député. Vous avez vu l'année passée, quand on allait aux législatives exclusive, ce qui s'est passé à Parakou, Badamassi a été battu à plat couture chez lui. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas de concurrent qu'il est encore député. Aujourd'hui, il ne serait plus député. Et quand on prend Chaque Toko, il était le seul élu de l'Alliance Soleil à Parakou. Bon, il a été miraculeusement bombardé maire de Parakou. Ça ne veut pas dire qu'il est maître du terrain, maître du terrain. Les FCB sont allés sur le terrain, vous l'avez suivi, ils ont dit Yaya Boni n'a pas démissionné, Yaya Boni est toujours là, votez pour Yaya Boni. C'est le message qui a passé et puis les gens ont voté. Yaya Boni n'a pas voté pour Aboubakar Yaya, n'a pas voté pour Amadou Issifou, n'a pas voté pour les autres, mais ils ont voté Yaya Boni à Parakou. Et vous savez que Yaya Boni est le chouchou des Parakouas. Yaya Boni descendait tout le temps à Parakou pendant les 10 ans, et puis il s'est fait mettre des Parakouas. Donc, ce n'est pas surprenant que les vrais maîtres de Parakou reprennent encore le trône. Charles Toko, Adambi, Badamassi, ce sont les élèves de Boni Yahi, donc ne peuvent pas aujourd'hui se dire maître de Parakou. Donc les choses qui étaient, je dirais, à l'envers sont désormais à l'endroit. Alors, Joseph Perzo Anago, vous avez évoqué tout à l'heure le cas du PRD. Brièvement, on va y revenir maintenant. Alors, le PRD, le plus vieux ou le plus grand parti politique depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, c'est d'ailleurs le seul qui reste, et du coup qui sort donc de la compétition, ou je dirais qui sort du jeu par la petite porte, si on peut le dire comme ça. Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, j'ai suivi mon confrère tout à l'heure et je suis heureux de son analyse parce qu'il a dit tel est le chouchou des Parakouas, ainsi de suite, parce qu'il était en contact avec eux et tout le reste. C'est le terrain, c'est la constance aussi. Quoi qu'on dise, Yaya Boni a une constance en matière de sa politique, sa vision à lui. Mais quand on va du côté du PRD, on se rend compte que pratiquement c'est comme une situation cyclique qui naît au sein de ce parti à travers son président. Tous les 15 ans ou tous les 10 ans pratiquement, il y a un phénomène qui se produit au sein du PRD et dû à l'instabilité philosophique ou politique même de son maître à tout faire, c'est-à-dire maître Adrien Mbedi. Quand on observe un peu, après le perchoir, on a vu, mais pour y accéder, on a vu, ce n'était pas de sa volonté. Il a d'ailleurs dit, je n'étais demandeur de rien. Rien. Et cela lui est tombé dessus comme ça. Et donc, qui que ce soit qui est managé pour que Mbedi soit au perchoir, il se trouve que le peuple s'est accaparé, encrive cette victoire. Et donc, vous voyez à travers Yaya Boni la réponse à un certain nombre de situations politiques qui s'opposaient à l'époque, jusqu'à ce que le régime de la rupture se soit installé. Et donc, ce même peuple voyait en Mbedi son joker, son défenseur, son choix. Mais très tôt, on s'est rendu compte que Mbedi a choisi de ne pas jouer le jeu. Il avait déclaré d'ailleurs qu'il est temps maintenant que lui et le PRD se retrouvent du côté de la mouvance, quelle que soit la situation. S'il avait écouté la clameur publique, il n'aurait pas dû tenir ce genre de propos, il n'aurait même pas fait ce choix. Et donc, Mbedi est resté constant, du moins dans cette démarche-là, qui va en porte-à-faux avec les aspirations d'une certaine population, d'une majorité. Et on l'a vu à l'Assemblée, on a vu la minorité parlementaire tout le temps a eu maille à partir avec certaines décisions de Mbedi. Et là, les échos ne sont pas pour faire bien à une population qui attendait autre chose de Mbedi que ça. Et donc, c'est ça qui l'a conduit à ces élections. Mbedi est resté dans cette dynamique, à savoir, nous n'irons nulle part d'autre que de rester collé à la mouvance. Et donc, on est allé aux élections.
dans ces fiefs, c'est vrai, le PRD a fait quelques honorables percées, mais toujours est-il que d'autres sont venus s'accaparer du gâteau dont se prévalait Mbedi. Et donc, ce qui est pire, quand on va au-delà de des limites de ces fiefs, on se rend compte qu'il a été piètre. Parce que simplement, on ne savait plus de quel côté finalement Mbedi est. Et donc, c'était une occasion pour certains de lui donner une punition mémorable. C'est ce que moi je peux lire à travers cela. Mais le taux de 10% lui a été alors fatal. Parce que si on devrait s'en tenir au peu qu'il a pu glaner, grappiller de part et d'autre, le PRD peut s'offrir un certain nombre de privilèges dans ces fiefs-là. Mais aujourd'hui, mis dans la balance des 10%, ça ne pèse rien. Et donc il s'est mis hors jeu. Alors parfait. Dans le communiqué, le parti a d'ailleurs en griffe accusé le code électoral qui a exigé les 10%. Et dans ce communiqué, ils l'ont d'ailleurs précisé parce que dans l'opinion publique, on a porté quand même ce code-là au président Mbedi, mais ils l'ont notifié. C'est-à-dire, c'est après une nouvelle relecture que les 10% ont été finalement imposés au niveau local. Alors finalement, vous pensez que les 10% ont été fatals pour le PRD ou finalement c'est comment on appelle la vraie image du PRD qui a été révélée, c'est-à-dire un parti qui n'a pas une assise nationale? Je crois que le PRD est en train de jouer à la comédie. Mais quand on entame un travail, il faut achever le travail qu'on a entamé. Maître Adrien Mbedi était au Pêchois qu'on a imposé 10% pour la législative. Il a soutenu cela, il l'a défendu. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui-même qui a ouvert la brèche et les gens continuent ce qu'il avait entamé. Alors que lui-même savait que le PRD dans le le plateau ne pesait pas plus de 7%. Même s'il était admis au législatif de 2019, il ne pouvait pas avoir de ces parce qu'il n'avait pas les 10%. Mais les gens continuent ce qu'il a entamé. Aujourd'hui, il se plaint, il dit qu'il n'était plus au Parlement, que c'est la 8e législature. Je crois que c'est de la comédie. Il aurait pu assumer ce qu'il a entamé. Et les autres ont prolongé, ils ont achevé. Donc le PRD, c'est un parti régional, parti assis dans l'UEME, un peu dans le littoral, dans la 16e circonscription électorale. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, on a vu le vrai visage du PRD. Il ne peut même pas dire qu'il a une assise nationale. On a choisi des gens, des élèves, des étudiants qu'on a positionnés sur la liste. Moi, j'ai vu des gens, j'ai dit, mais cela ne pèse même rien dans leur propre famille. Il peut pas être élu chef de famille comme position sur une liste électorale. Est-ce que finalement, le PRD ne paie pas aussi le prix fort d'avoir, entre griffes, refusé donc de fusionner pour la création du bloc républicain? Bon, ce n'est pas écarté que le PRD ait payé ce prix-là, mais je crois que quand on veut soutenir un pouvoir vaille que vaille, c'est ce que ça donne. Quand on veut soutenir un pouvoir, il faut analyser le pour et le contre, mais quand on dit nous serons forcément mouvanciers, quoi que cela nous coûte, c'est ce que ça donne. Le PRD aurait pu dire au départ, voilà les conditions pour lesquelles nous allons soutenir le gouvernement, et ce gouvernement va dans telle directive qui ne nous arrange pas, on aurait pu refuser, mais on dit, nous fermons les yeux, nous vous soutenons, ça le prix à payer quand même. Alors, Joseph Rézo-Anago, que reste-t-il aujourd'hui du PRD? Il reste l'arc-en-ciel et le président Mbedi, ça au moins. Et quelques aficionados, il y a des inconditionnels du PRD qui se retrouvent surtout pas forcément au sein des cadres. Mais la petite population qu'on nomme ici vulgairement, la vendeuse de pétais, le vendeur d'essence frelatée ou que sais-je encore, ou le vendeur de maïs de Sakété, il y en a qui sont PRD et ne veulent pas déborder. Il en reste ceux-là. C'est-à-dire cette souche est restée, il reste l'arc-en-ciel, il reste Mbedi, bien entendu. Et c'est ce qui reste du PRD. Mais tout à l'heure, lorsque mon confrère parlait de 10% qui l'ont plombé, d'accord, c'est vrai. Et ils n'ont rien fait pour arrêter cette perspective qui est venue finalement se conforter, s'installer. Mais il y a aussi que c'est cynique un peu ce qui s'est passé parce que même au regard des résultats engrangés par les trois partis, mais si on les analyse à l'aune de partis véritablement national, il n'y a pas, et je l'ai dit un peu avant les élections communales,
il n'y a pas encore, à l'étape actuelle des choses, un parti qui peut se prévaloir d'être national, réellement, qui a une envergure nationale. C'est faux. C'est-à-dire, si on laissait tout le monde aller en compétition, je vois mal UP, PR et autres engranger quoi que ce soit. Bien au contraire, la surprise, Yaïboni était avec son FCBE, c'est en ce moment vous allez voir quel est le parti politique qui a véritablement une envergure nationale. C'est ça aussi le problème. Donc, c'est une envergure surfaite que de dire aujourd'hui que tel a fait tel pourcentage au plan national. C'est faux. La compétition n'était pas ouverte. Alors, à présent, nous allons nous intéresser à l'installation des conseils communaux, l'élection des maires dans les grandes villes. Je vais parler d'Abomey-Calavi, de la ville de Cotonou, de Parakou. Alors, quand on prend Parakou, par exemple, le parti FCBE a eu la majorité à ce niveau-là et comme l'indique la loi en vigueur, la mairie revient, en tout cas, le poste de maire revient d'office au parti FCBE et du coup, Charles Tokor sort du jeu. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez l'équipe qui sera, en tout cas, le travail qui sera fait à la tête donc de cette mairie-là, qui tombe désormais dans les mains des FCBE, qui l'avait, il faut le rappeler. Vous savez, normalement, je devrais me dire, bon, mais tiens, avec ce qui s'est produit à Parakou à l'issue de ce scrutin, qu'il y a une sorte d'équilibre du jeu politique. Mais je ne suis pas pour autant sûr de mon affaire dans la mesure où c'est une victoire de façade d'un parti qui se dit ne pas être de la mouvance. C'est une victoire de façade dans la mesure où le conseil communal est pratiquement FCBE. Le maire, l'adjoint, tout ce qu'on veut. L'équipe est une équipe FCBE, certes. Mais moi, je vois la chose avec tous les risques que cela comporte, dans la mesure où j'ai l'impression qu'on ne leur laissera pas les mains libres, les coudées franches pour fonctionner. Une mairie a besoin d'avoir les coudées franches pour fonctionner. Et sous nos tropiques, je vois mal cette mairie fonctionner. Surtout au Bénin, sans le bon vouloir du pouvoir central, sans le bon vouloir du préfet qui répond directement du gouvernement, du pouvoir central. Et dans le cas d'espèce, je voudrais douter que cela puisse se faire. C'est vrai que les FCBE ont la mairie de Parakou, mais comment va-t-on leur laisser le temps ou la main pour gérer cette mairie? C'est moi toute mon inquiétude. Et ça ne va pas rater. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je me dis, avec cette facilité que nous avions observée dans la défection ou la destitution systématique des maires. Et puis, n'oublions pas, jusqu'à quelques jours avant les élections qui vont porter les nouveaux maires à la tête des municipalités, aucune mairie n'était de l'opposition. Pourtant, à son arrivée, Patrice Talon n'avait pas de maire, ni de conseil, ni de commune à sa portée. Mais au fil du temps, en moins de 4 années, on a réussi à ramener toutes les mairies dans le giron du pouvoir central. Et c'est cette même quête d'avoir tout pour la partie présidentielle, pour la mouvance présidentielle, que ces élections ont été organisées de cette manière-là. Et donc, les maires seront de véritables obligés du pouvoir central. Et donc, je crains pour la mairie de Parakou, simplement, et d'autres mairies qui sont tombées dans l'escarcelle des FCBE. C'est ma crainte. Alors, parfait. Au sein des FCBE à Parakou, il y a 2 noms qui sont agités. Il y a l'ancien ministre Aboubakar Yaya, il y a également l'ancien député Issifou Amadou. Alors, entre les deux, lequel sortira selon vous? Oh, je ne suis pas dans le secret des dieux pour dire si celui qui sera porté. Toujours est-il que le parti va arriver à s'entendre. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir jusqu'à la fin dans ce contexte où plane sur la tête des maires cette histoire de destitution où rapidement tu peux être élu, mais quelques mois après te retrouver en tant que simple conseiller? Bon, quand on a vu ce qui s'est passé à Parakou avec le maire Souradiou, élu
de bloc majoritaire, mais finalement qui a été destitué. On a mis celui qui est sorti seul de son parti à la tête de la mairie. Quand on a vu ce qui s'est passé avec Liali Soubla Cotonou, quand on a vu ce qui s'est passé avec Casimir ce soir à Plahoui, quand on sait que le préfet peut prendre un rapport dans son bureau et dire que le maire a mal géré et puis on le révoque en conseil des ministres, quand on sait que deux conseillers peuvent dire que le maire gère de façon solitaire et qu'il faut le destituer, c'est fort probable que ceux qui ne vont pas faire allégeance au pouvoir vont perdre leur mairie au bout de quelques mois. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les FCB sont majoritaires à Parakou, mais rien ne nous dit qu'ils seront toujours solidaires entre eux jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État. Encore que vers la fin du mandat, il y a beaucoup de chamboulements. Vivement que les FCB arrivent à s'entendre, à rester zen jusqu'au bout pour ne pas laisser un troisième larron venir leur prendre ce qui leur revient de droit. Joseph Pezo-Anago, après Parakou, la grosse attraction la semaine prochaine, c'est la mairie de Cotonou, où en tout cas tous les regards sont tournés vers cette mairie parce que il y a que, en tout cas depuis quelques jours, on agite un nom qui, entre griffes, serait importé selon certains acteurs politiques. Je veux parler bien entendu de Luc Atropo, qui est pressenti pour prendre la tête donc de cette mairie-là. Alors, au sein de son parti politique, il n'y a pas forcément une unanimité. En tout cas, il y a d'autres noms qui sont agités, tels que Isidore Nyonofon, Gatien Adjaboni, qui veulent aussi bien prendre le fauteuil municipal. Finalement, comment est-ce que vous entrevoyez ces élections-là? Luc Atropo va-t-il s'en sortir? Contrairement à ceux qui se disent que les jeux sont déjà joués et que on connaît déjà le nom du prochain maire de la ville de Cotonou. Contrairement à ceux-là, donc, disais-je, moi, je dirais non. On ne connaît pas encore le nom du prochain maire de la ville de Cotonou. Oui, pour la simple raison que, vous l'aviez évoqué tantôt, ce n'est pas gagné d'avance. Et Cotonou n'est pas aussi prenable pour celui qui est supposé être parachuté de quelque part. Non, Cotonou, c'est aussi Isidore Nyonofon, Cotonou, c'est Adjaboni, Cotonou, c'est encore d'autres. Et pour ne citer que ceux-là, qu'on ne le veuille pas, il y a une dynamique dont il faut tenir compte dans nos élections et sous les tropiques, c'est qu'il y a le fils du terroir, l'autochtone. Dans cette mouvance, je veux parler pour ce qui concerne la mairie de Cotonou, il y a quand même quelqu'un qui se prévaut d'être non seulement autochtone des lieux, chef de terre, et mieux encore un spécialiste des questions de décentralisation. Et donc ce n'est pas rien. Et si on veut la qualité, on veut du scientifique, on veut du technique, je crois qu'on ne peut pas ne pas regarder de ce côté-là. Et donc, personne n'est dupe. Quand on prend un certain Adjaboni, il a de la poigne aussi. Et puis là, ce n'est pas quand même perdu d'avance, ni gagné d'avance. Et quand on prend maintenant Luc Atropo, lui aussi, il a fait le terrain. Et donc, ils se valent autant qu'ils sont. Et donc, les jeux sont très ouverts. Et les antagonistes, les antagonismes entre le B et l'UP, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient chercher dans tout ça? Vous allez voir que ça ne sera pas chose facile. Et celui qui est pressenti peut ne pas, à l'arrivée, être celui qui sera retenu. Alors, parfait. Celui qui est pressenti, c'est-à-dire Luc Atropo, pourrait ne pas être maire de Cotonou. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Je pense que le parti Union progressiste est en train de travailler à obtenir l'adhésion de tous avant le jour J. Comme ça s'est passé déjà dans le mai, on pourrait prendre des procurations à certains conseillers qui ne se laisseraient pas facilement convaincre. Je crois personnellement que le chef de l'État donne des instructions fermes au préfet pour qu'il n'y ait pas de surprise désagréable, encore que ce n'était pas le rôle du chef de l'État, pour que les états-majors des partis fassent le job avant les élections. Tout comme fait, Luc Atropo a eu d'expérience, il a été même président, sinon il est encore président de la NCB. Isidore Nyonofon a beaucoup d'expérience en matière de décentralisation. Adjaboni est manager, chef d'entreprise. Je crois que les trois ont le profil. Laissons les partis faire son job et on verra ce qui va se passer le 1er juin prochain. Aboumé, Kalavi, il y a le maire sortant qui est... C'est vrai que jusque-là, on n'entend pas un autre nom
Mais il faut quand même noter que lors des élections, Georges Bada n'a pas véritablement réalisé le score qu'on aurait attendu en tant que maire sortant. Finalement, on sent que la population d'Abomey-Calavi a fait un vote en griffe sanction en son encontre, mais toujours est-il qu'il demeure jusque-là le seul candidat affiché du parti. Est-ce qu'il va retrouver son fauteuil? Là, je voudrais nuancer un peu quand même ma réponse pour dire que oui et non. Bada, vous savez, c'est en fait ça aussi les risques ou les aléas des scrutins de liste. C'est-à-dire, s'il était donné à ces populations de choisir réellement qui doit les gérer, je ne serais pas surpris de constater que les résultats seront autres que ce que nous avons aujourd'hui. On a voté une liste et sur la liste, ceux qui sont en pole position sont forcément les plus heureux. Et donc, ceci dit, Bada n'est pas chouchouté. Abomey-Calavi n'est pas véritablement chouchouté, même si c'est le seul nom qui est évoqué. Mais il y a d'autres noms aussi, il y a des noms dits. Et je voudrais revenir, comme je l'ai dit tantôt, pour dire que les jeux sont tellement ouverts que les surprises, moi je ne serais pas totalement surpris, mais les surprises peuvent venir à tout moment, surtout du côté d'Abomey-Calavi ou du côté de la mairie de Cotonou, parce que Bada, ce n'est pas encore gagné. Là aussi. Parce qu'on lui reproche énormément de choses et ça ne fait pas trop bien. Moi, je me dis, il ne sert à rien d'imposer un maire tout fait aux populations. Et sa gestion sera difficile. Autant écouter les populations et essayer de rester un peu calé à la déshydrate. Alors, parfait, Abomey-Calavi, Bada, est-ce qu'il va pouvoir retrouver son fauteuil? Surtout qu'il a un bilan pas forcément élogieux. En tout cas, quand on écoute les populations d'Abomey-Calavi, comme Joseph Perzo l'a dit, s'il était donné aux populations de voter directement pour le maire, ce n'est pas évident qu'il reviendrait. Au-delà du bilan tant décrit par les populations de la cité d'Ortois, il n'y a que le plus gros arrondissement de la commune, Godomey, qui réclame aussi la mairie. Vous savez que les 3 maires qui ont été élus à la tête de Abomey-Calavi sont tous de l'arrondissement central de Calavi. Donc aujourd'hui, Godomey, qui a fait le plein pour l'Union progressiste, réclame aussi le maire. On entend le nom d'un certain Julien Renfort, on entend un certain Christophe Davacan. Bon, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais toujours est-il que le jeu est toujours ouvert, comme le dit le doyen. On verra bien s'ils seront entendus, Godomey sera entendu par les barons de l'Union progressiste, ou bien s'ils vont reconduire en termes de récompense Bada, parce que vous savez, Bada fait partie de ceux qui ont déstabilisé la RB pour renvoyer Liali Sogo et consorts. Donc, on peut, en guise de reconnaissance, le reconduire à la tête de la mairie contre les aspirations du peuple. Alors, une dernière question pour finir cette émission. Est-ce que finalement, par rapport donc au code électoral, spécialement en ce qui concerne la décentralisation, est-ce qu'il ne faut pas revoir le mode d'élection du maire? Déjà, il y a la question des 10% qui fait que les populations se retrouvent ou vont se retrouver avec des conseillers pour qui n'ont pas forcément voté, mais il y a aussi qu'ils vont se retrouver avec un maire pour qui n'ont pas directement voté. Est-ce que finalement, il ne faut pas revoir un peu les choses pour donner la possibilité aux populations de voter directement pour le maire? Tout à fait de votre avis, cher confrère. Et voilà l'écart de ces réformes en ce qui concerne le système partisan. Quand on observe un peu ce que vous venez de dire et on fait un crochet du côté de l'Ouémé ou principalement de Porte-Novo, on se dit, mais qu'on ne le veuille pas, le père des affaires, un score plus ou moins acceptable et devrait pouvoir siéger à la mairie de Porte-Novo. Mais ça ne sera pas le cas. Et quand on va à Bopa, mon père a fait quand même quelque chose d'honorable comme score, mais ne pourra malheureusement pas siéger. J'en citerai beaucoup d'autres exemples pour dire finalement, c'est le déni de la concession du pouvoir à la base qui s'observe en ce moment, contrairement à ce qui devrait se faire. Parce qu'en fait, quand on parle de décentralisation du pouvoir, décentraliser du pouvoir à la base, c'est ceux qui sont concernés par le développement de leur terroir qui devraient pouvoir faire cette chose-là.
Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un parachutage qui ne dit pas son nom, un énorme parachutage qui s'est opéré et des populations vont se retrouver au réveil avec des maires qui ne sont pas dans leur réalité, qui ne sont pas au fait de ce qui se passe sur le territoire, qui vont prendre les rênes de ces territoires-là. Et donc, ça pose un véritable problème. Et je suis d'accord avec vous, chers confrères, pour dire qu'il va falloir revoir les choses. Si tant est qu'on veut réellement accorder ou laisser le pouvoir à la base s'exercer, déconcentrer les choses, décentraliser les choses. Si on est sincère, je crois qu'il n'y a pas mille autres solutions que de revoir cette forme-là. Autrement, c'est plutôt le pouvoir central qui continue, qui circule depuis la présidence de la République jusqu'aux confins de nos localités et sans d'autres formes de procès. Alors, parfait. Ah bon, Calavi, par exemple, la population n'a pas forcément voté pour Georges Bada, la population a voté pour une liste, mais bon, finalement, cette population peut se retrouver comme Georges Bada comme maire, finalement. Est-ce que il ne faut pas désormais leur laisser le choix donc de voter directement, c'est-à-dire comme on le fait pour la présidentielle par exemple, où le candidat au poste de maire se présente, je suis candidat au poste de maire, et par rapport à ça, la population va aux urnes. Il y a un maire sortant dans le COUFO, je ne vous donne pas son nom, qui est UP, qui est désormais élu, qui a le vent en poupe, mais les populations disent qu'elles ne veulent plus de lui. Pourtant, ils ont voté pour la liste UP. Je crois que désormais, on doit tenir compte des aspirations des populations. Et c'est pourquoi j'ai demandé la fois dernière à un ami, mais pourquoi vous avez voté pour la liste UP si vous savez que vous ne voulez pas de cette personne-là, alors qu'il est tête de liste dans son arrondissement, il est meilleur sur le temps. Est-ce qu'à cause de lui, il faut pénaliser toute une liste? Si vous savez que nos lois ne permettent justement pas... Est-ce que la population à la base a véritablement assez à la compréhension de ces lois? Voilà, il revient à ce que votent les lois aux députés d'aller sur le terrain. Ils sont représentants du peuple. Quand ils votent les lois qu'eux-mêmes ne comprennent pas, il faut qu'ils aillent sur le terrain pour expliquer aux gens ce qu'ils ont voté. On ne peut pas voter des lois qui ne comprennent pas. Mais comment, c'est vous qui le dites. Non, je suppose que les gens n'ont pas compris ce qu'ils ont mis dans par exemple, seuil de 10%, parce qu'ils avaient compris, ils ne l'auraient pas voté. S'ils avaient compris avant de voter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à leur niveau. Excusez-moi de peu le thème. Donc je suppose qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire avant de voter. Encore que les lois se votent nuitamment, peut-être que les gens sommeillent, bon, ils ont levé la maison, ils ont adopté les lois. Donc il faut qu'ils aillent sur le terrain, expliquer aux gens ce qu'ils ont mis dans les lois pour que les gens comprennent que, en fait, les populations élisent les conseillers. Ce sont les conseillers qui élisent finalement le maire. Donc les populations n'ont pas l'accès direct, n'ont pas le droit de leur maire directement. C'est bon, des questions qu'il faut régler au fil du temps pour que les populations puissent désormais dire c'est celui-ci que nous voulons pour notre commune. Ce qui s'est passé à Porto-Novo et à Saint-Podi, c'est déplorable et je crains vraiment que malgré les appels à la sérénité du PRD, les populations pourraient réagir parce que ils ont voté pour une liste, ils ont voté pour certaines personnes, ben, on a dit qu'ils n'ont pas 10%, on a même d'autres personnes. C'est des problèmes que cela pourrait créer à la société. Vivement que les gens écoutent le message du PRD pour que la paix règne dans nos communes. Alors, Joseph Pezo-Anago, votre dernier mot pour finir cette émission. Je voudrais dire que c'est raté pour la décentralisation. Il faut avoir le courage de le dire. C'est raté d'autant plus que ces dernières élections, au lieu de donner corps à une véritable prise en charge de la gestion au plan local, nous projettent un démembrement du pouvoir central dans nos communes. Et c'est déplorable dans la mesure où la population, beaucoup sont déçus ou seront déçus encore davantage de se retrouver au saut du lit avec des têtes qui ne comprennent rien de ce qui se passe dans le terroir. Parfait, un dernier mot. Le dernier mot, c'est que les élus s'approprient les lois sur la décentralisation pour savoir ce qu'est leur rôle, ce qu'ils doivent faire effectivement pour le développement de leur commune, plutôt que d'aller chanter le programme d'action du gouvernement partout, alors qu'ils ne sont pas élus pour gérer le programme d'action du gouvernement, ils sont élus pour gérer le pouvoir à la base. Qu'ils s'approprient les tests pour mieux gérer les communes, afin que nous sortions 17 ans après de ce développement pour aller de l'avant. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivi. Nous avons parlé sur cette émission de l'élection des maires dans certaines villes, certaines grandes villes du pays. On a parlé du cas de Cotonou, du cas de Parakou et d'Abomey-Calavi. Je rappelle que les installations des conseils communaux ont commencé depuis ce jeudi avec les délégations des préfets dans les communes concernées. La semaine prochaine, nous reviendrons sur cette émission
pour vous dire, à Cotonou, est-ce que Luc Atropo a pu obtenir la place de son ancien allié politique? Je veux parler de Léadi Soglo. Est-ce que Abomey Calavier, Georges Bada a pu retrouver son fauteuil? À jeudi prochain pour un nouveau numéro.